mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Reclébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Toko Sabino, émission Moko Oyo, vraiment to Jija Kike Eleka, na 5 minutes, émission Moko Kitoko Oyo et Bengami en toute vérité. Vous voyez que depuis le président de la République, Fachi Beton, a commis mon continent Canabiso, RTNC, télévision nationale et comment vraiment neti télévision au total à Kanapoto, na ba pays Oyo, babanda démocratie kala, parce que ba prédécesseur na Inyoso, donc RTNC, télévision nationale ezalaki pour la propagande na bango mais siko to koma penza komona ba tunyo surtout ba koma koleka ba opposant ba koma le cas parce que yemo président de la République ba souffraki mingi na UDPS tant bazalaki na quartier ya opposition ya mona lingaki te télévision na biso RTNC et fonctionner car ndenge pendaki ko fonctionner kala donc to tiki bino botala émission on a préféré qui na partager mo na bino donc na kombo ya en toute vérité Oyo thème nango ezalaki quel système politique pour notre pays donc la RDC Oyo bazali ko mituna soki to ko sala fédéralisme ou unitarisme donc vraiment bolanda émission ezali ki toko mingi donc vraiment pour comprendre que RTNC Oyakala ezalité RTNC Oyo il y a Félix Antoine Tshisekedi donc restez connectés sur Reclébois Original pour la suite de nos programmes. Grand est pour nous le plaisir de vous retrouver dans cette émission en toute vérité, très chers téléspectateurs. Toute vérité aujourd'hui portera sur l'État fédéral, oui ou non, en République démocratique du Congo. Ça fait débat et ça fera également débat autour de cette table zone africaine de libre-échange et les assises antillais à Kinshasa. Quels sont les avantages et les désavantages? Nous allons en discuter au cours de cette émission. Et puis enfin, procès Matata Mponyo dans l'affaire Bukanga Lonzo. Matata doit-il être poursuivi devant les instances judiciaires, notamment à la Cour constitutionnelle, oui ou non? Nous allons en parler avec les historiens du présent qui sont ici autour de cette table. Oscar Mbalkaïch, bonjour. Bonjour Blaise. Mesdames Bouyal Mangal, bonjour. Bonjour. Cédric Kenina, bonjour. Bonjour. Et enfin, les grands Moufengue, bonjour. Bonjour. Nous commençons par cette proposition qui est venue, il faut le citer, une réflexion à haute voix de Olivier Kamitatou qui a dit qu'il faut la création d'une république fédérale du Congo. Et ça fait débat. Est-ce que c'est l'opportunité de créer aujourd'hui cette république fédérale du Congo, oui ou non? Oscar Mbalkaïch, le moment est opportun? Blaise Bokokia, moi je pense que pour ne pas parler d'eau de la cuillère, c'est une diversion. Parce que l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est d'en finir avec la guerre qui n'a que trop duré, 30 ans de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Venir avec l'idée du fédéralisme aujourd'hui, c'est de donner les flancs à l'ennemi, l'ennemi qui est connu, l'agresseur, le Rwanda. Vous savez, Olivier Kamitatou, lui qui a milité pour la mise sur pied de la démocratie en République démocratique du Congo, il a été président de l'Assemblée nationale lors de la transition entre 2003 et 2006. Il a été plusieurs fois ministre, notamment ministre du Plan et Révolution de la modernité entre 2007 et 2011. Il ne pouvait pas se permettre, par les temps qui courent, où le pays est menacé de balkanisation dans sa partie orientale et parler en termes de fédéralisme. Parce que fédéralisme, dans l'entendement de beaucoup de Congolais, c'est la sécession. C'est le tribalisme. C'est détaché du grand bloc, du grand ensemble, et c'est constituer un État à part.
Ce n'est pas le fédéralisme tel que défini par les Occidentaux. Moi, je pense que c'est une mauvaise démarche. Mesdames Bouyal, pourquoi aujourd'hui, Kamita te propose qu'il y ait la création d'un État fédéral de la République, non, un État fédéral du Congo, c'est comme ça, le terme qu'il a utilisé. Pourquoi il a choisi aujourd'hui cette création de l'État fédéral du Congo? C'est un positionnement, tout discours prononcé, c'est un discours de positionnement de soi-même. Alors il a compris depuis un certain temps, et comme il est autour de Moïse Katumbi, il doit toujours trouver de la matière pour justifier sa présence. Et en faisant tous ces essais, le ballon d'essai, ça lui permet d'être présent dans les médias et surtout qu'il a un parti politique. Vous parlez d'un ballon d'essai? C'est pas médité même au sein de son parti politique? Mais le parti politique lui-même a déjà enterré. Est-ce qu'il parle de son parti? Il ne parle plus jamais du parti politique. L'arc. Non, le parti, il l'a déjà enterré. Il est connu plus comme le porte-parole de Moïse Katumbi. De l'Ensemble pour la République. De l'Ensemble pour la République. En réalité, ce parti-là, il a déjà enterré. Mais lorsqu'on interroge l'acteur, lui qui a été président de l'Assemblée nationale pendant la transition, il connaît le débat. Et pas seulement cela, il a participé au dialogue de Sun City en Afrique du Sud pour le compte du MLC. Et il connaît à peu près les enjeux. On s'est retrouvé avec lui, j'ai dit en tant que reporter, à Matadi, à la suite à quelle occasion? À la suite de ce qu'on appelait l'accord de cascade entre le MLC et le gouvernement. Oui. Alors il était question d'élaborer une constitution qui allait faire de Jean-Pierre Bemba Premier ministre. Un accord qui a échoué. Bon, c'était un voyage inutile. L'État a dépensé de l'argent et finalement, on s'est retrouvé, où ils se sont retrouvés en Afrique du Sud, à Pretoria. Pour les négociations politiques intercongolaises. Pour l'accord global et inclusif. Non, c'était déjà les négociations, la première partie. Oui. Alors, il a représenté le MLC à Matadi. Parce qu'on tenait à faire ce que quelque chose puisse démarrer. Mais voilà l'homme qui est en train de vouloir circuler dans tous les sens. Parce que n'oubliez pas qu'en 2006, il a été un des partisans de ce qu'on a appelé l'AMP, l'alliance électorale qui a permis à Kabila d'être élu en 2006. Et donc, Kamita, on les connaît, mais son défaut, c'est de traverser des espaces politiques sans s'interroger. Traverser des espaces politiques sans s'interroger, ça c'est Médard qui le dit. Hein. Vous êtes d'accord avec le point de vue de Médard? Traverser les instances politiques sans... Je crois qu'Oscar a replacé le contexte. Le contexte ne s'y prête pas, ça c'est Oscar mal. Médard Bouyal parle d'un faux débat. Moi je dirais que ce n'est pas un faux débat, c'est un débat de société, sauf que le contexte n'est pas approprié. Mais il faut revisiter l'histoire. À chaque fois que le fédéralisme prenait le dessus sur l'unitarisme, cela était toujours lié à un contexte politique particulier. On prend par exemple en 1964, avec la constitution de l'Oluabour de l'époque, avant, il y avait des velléités sécessionnistes de la province du Katanga de l'époque. Donc, les soucis, c'est quoi? C'est quand il y a un déficit en matière de gouvernance, c'est une opinion fédéraliste qui émerge très souvent dans les esprits, pas de la majeure partie, mais du moins d'une frange de la population. Contexte ou pas contexte, aujourd'hui, la situation politique également pousse certains acteurs politiques à s'interroger sur le devenir de la forme de l'État. La grande question devait être celle-ci. Est-ce que la forme de l'État actuel a échoué? Moi, je dirais oui et non. Oui, parce qu'aujourd'hui, on sent que la forme hybride de l'État, parce que nous avons un État hybride, on dit que c'est un État unitaire fortement décentralisé. C'est-à-dire vous avez d'un côté le pouvoir central qui détient les commandes comme d'ordinaire, et de l'autre côté, on accorde une certaine autonomie aux provinces. Et cette forme hybride, apparemment, ne semble pas être flexible par rapport à la gestion au quotidien du pays. Les provinces n'ont pas les mêmes ressources. Dans l'exemple de Maïndombe, on a créé la caisse de péréquation. On va en parler. Qui jusque-là ne fonctionne pas. On va en parler. Et d'où, moi, je me dis,
Kamitatou, peut-être les contextes ne s'y prêtent pas avec l'occupation d'une partie de notre pays, mais du moins c'est un vrai débat des sociétés. À ces moments, on devait s'interroger sur la marche à suivre. Une révision constitutionnelle n'a jamais été un tabou. Ça, c'est mon avis. N'a jamais été un tabou. Les grands Moufouégué, République fédérale du Congo, pendant que nous sommes un État unitariste, vous ne voyez pas que là, on touche la Constitution et les tenants de la révision ou la réforme de la Constitution vont maintenant se prévaloir pour dire qu'on avait raison de changer la Constitution, parce que si nous entrons dans le fédéralisme, automatiquement, il y a certains articles de la Constitution qui doivent changer. Tout à fait, Blaise. Pour répondre à votre question, je jette juste un coup d'œil dans les rétroviseurs de l'histoire. Je veux dire quoi? Lorsque vous regardez ou vous parcourez l'histoire politique de ces pays, vous verrez que le fédéralisme n'a jamais fédéré, n'a jamais été un élément rassembleur. C'est toujours un élément diviseur. Notez le fédéralisme avec Tchombe, Kalonji et consorts. Actuellement, les contextes ne s'y prêtent pas parce que on n'a pas de maturité politique, pas de maturité fonctionnelle des institutions. Il y a les contextes de belligérance, ce qui signifie que mais pourquoi vous choisir pour le fédéralisme... Attendez, pourquoi vous parlez, vous dites qu'on n'a pas de maturité politique? Maturité politique, ça signifie la plupart de nos hommes politiques ont des idées étriquées du bien commun, la notion de l'État, de la patrie. On risque de croire que le fédéralisme voudrait dire non seulement repli sur soi, mais repli identitaire. Mais pour répondre à votre question, comme l'avait dit Cédric, regardez la Constitution du 18 février 2006, la forme de l'État. Le constitutionnaliste Placide Mabaka parle d'un monstre juridique à propension fédérale. Je donne un exemple. Dans son article 1er, la constitution de ce pays dit « La République démocratique du Congo est un État unitaire. » Deuxième alinéa, elle est composée de la ville de Kinshasa et 25 provinces. À l'alinéa 3 du même article, cela les problèmes. Ça, c'est Mabaka qui le dit. Oui, mais c'est constitutionnel. Oui. On énumère ce qu'on entend par les institutions ou les entités décentralisées. Oui. La liste est limitative. Mais ce qui blesse, c'est quoi? La province ne fait pas partie de ces entités décentralisées. D'où la question, quel est le statut juridique de la province? Pour chuter, je veux dire que actuellement, les débats sur le fédéralisme est lancé par Kamitatou, mais qui a des accointances avec Nanga. Souvenez-vous que bien avant la sortie médiatique d'Olivier Kamitatou, dans la forme de l'État futur, Nanga parlait du fédéralisme. Donc cette accointance idéologique est suspecte. Mais je voudrais chuter pour dire que le fédéralisme en soi, c'est un débat classique, comme a dit Kenina. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de ce qu'on en fait. Tout dépend des visées qu'on donne. Mais pour l'instant, 9 Congolais sur 10, je me permets de les dire, ne les tolèrent pas. Refuse. Regardez, l'envol a refusé. Pour citer Nouvel Élan de Mozito, l'envol de Sessanga, oui. Le PPRD par Ferdinand Kambere n'en veut pas. Oui. D'ailleurs, pour les PPRD... Je suis même un responsable du parti Ensemble de Moïse Katumbi qui a dit que cette idée n'engageait que son émetteur. Oui. Voilà, donc, dans un contexte où on recherche, comme l'a dit le président de la République, la cohésion, les vivre ensemble, la sortie médiatique de Kamitatou sur le fédéralisme vient diviser les Congolais, vient créer des fractures et des frustrations. Blaise, peut-être tu voulais ajouter un petit détail, excusez-moi. Allez-y. Blaise, je voulais ajouter un détail, peut-être pour rejoindre Kenina. La plupart du temps, quand il y a des antagonismes sur le plan politique, l'autre camp, comme c'est le cas maintenant, ceux-là qui sont contre le pouvoir de Tshisekedi, cherchent à trouver des astuces pour justement prendre à contre-pied ce pouvoir. Ça a commencé en 1960, Kenina l'a dit, ceux-là qui étaient contre Mobutu, Tchombe, ils ont déclaré l'État indépendant du Katanga, n'est-ce pas, le 11 juillet 1960,
Et un mois plus tard, au mois d'août de la même année, c'est le Kasaï, n'est-ce pas, avec Kalonji Moutamba, qui ont déclaré la sécession. Kalonji Mulopwe, ils ont déclaré la sécession. En 1990, n'est-ce pas, lors de la conférence nationale souveraine, c'est là qui était contre Mobutu, qui était un unitariste. Ils ont déclaré le fédéralisme. Ils ont déclaré le fédéralisme. Oui. C'était pour prendre à contre-pied le pouvoir des Mobutu. Notamment Luferi Dengou. Luferi Dengou, Zakari Bond. Et de Papa Gabriel. Kyongwa Kumwanza, Antoine P.A. Sonam. Oui. Ils ont déclaré le fédéralisme. C'est tout ce qui était unitaire, tout ce qui pouvait ramener à l'unité, à la cohésion, devait être battu en brèche par ceux qu'on considère aujourd'hui comme des opposants. Et aujourd'hui, l'histoire se répète avec ce que fait Olivier Kamitatou, avec tous les autres, pour dire que ce que Félix fait, c'est mauvais, il faut qu'on aille dans le fédéralisme. Et je pense que c'est l'histoire qui se répète, et c'est parfois des mauvais exemples. Alors, vous ne voyez pas, chers amis, que les tenants de cette thèse de fédéralisme profitent justement de la non-applicabilité, n'est-ce pas, des entités territoriales décentralisées qui doivent bénéficier. On a même créé une structure, hein. Kenina l'a dit, la caisse de péréquation. Les animateurs sont là, mais cette caisse aujourd'hui c'est une coquille vide. Vous comprenez? Les 40% des recettes qui sont destinées aux provinces n'arrivent pas. Tous, peut-être pas tous, mais on a toujours couvert ce qu'on appelle conférence des gouverneurs. Presque chaque année, quand on tient ces conférences, les gouverneurs de province ont toujours réclamé les 40%, mais ça n'arrive pas. Vous ne trouvez pas que c'est aussi un argument pour les tenants du fédéralisme de bondir qu'il faut peut-être passer au niveau du fédéralisme que de rester dans l'unitaire et avec des entités fortement décentralisées? La question est ouverte. Allez-y, Kenina. Moi, je pense que depuis 2006, nous étions déjà dans une forme de fédéralisme sans pour autant les dire ou encore les déclamer clairement. C'est quand on donne une certaine autonomie aux provinces, avec les 26 provinces issues des démembrements, on sent qu'il y a une certaine autonomie beaucoup plus élargie en termes de gestion. Aujourd'hui, quand vous allez dans les lois là-bas, vous allez tout ça, avec tout ce qu'ils ont comme organe délibérant au niveau provincial, c'est une gestion qui est détachée du pouvoir central. Et c'est clairement dessiné. Mais là où ça ne semble pas marcher, je l'ai dit tout au début, c'est que on laisse une certaine autonomie aux provinces, on donne plus de pouvoir qu'avant au pouvoir central. Le chef de l'État avait raison, quelque part, quand il a dit qu'il fallait revoir le système électoral, notamment le mode d'élection des gouverneurs, c'est par rapport, entre autres, à ça. Vous avez des gens qui sont autonomes, qui en réalité ne le sont pas, c'est sur papier. La Caisse nationale de fédération dont vous venez de faire allusion, est-ce que, on appelle ça Caisse de solidarité aussi, est-ce que les provinces nantis reversent la quotité selon les textes réglementaires pour permettre aux autres provinces de survivre? Moi, je dirais non, parce que cela ne fonctionne pas réellement. Et c'est là où on sent qu'il y a une certaine faiblesse dans la forme qu'on a voulu adapter de l'État en République démocratique du Congo, parce que c'est une forme qui n'existe pas ailleurs. État unitaire fortement décentralisé. On devrait choisir soit un État unitaire, soit nous allons carrément vers le fédéral. Mais moi, personnellement, à mon avis, quand on voit également l'opinion d'une manière générale, la tendance est d'aller vers un État unitaire. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour couper la poire en deux? Je dis que ce n'est pas le contexte, mais du moins nous raisonnons en tant que scientifiques. S'il arrivait qu'il faut mettre sur la place publique un tel débat, moi je pense sincèrement qu'on devrait opter pour un État réellement fédéral pour éviter les abus. Mesdames, en fait, le problème de fond qui se pose, c'est le problème de la répartition des ressources du revenu national. Oui. Alors maintenant, si ça marche, on a cité le cas du Lualaba, on citera certainement, parce que des ressources sont disponibles avec des mining, et le code minier accorde des avantages aux provinces et aux entités. Aux communautés, au point que quand vous êtes dans le Lualaba, il y a des communes qui ont des projets, qui interviennent, qui ont des actions palpables, des chefferies, des secteurs qui bénéficient de ces ressources. Qui n'existent pas ailleurs. Alors maintenant, des provinces où il n'y a pas encore de ces ressources-là, la question se pose. Mais la Caisse nationale de péréquation, comment elle est gérée, c'est ça le fond du problème. Est-ce qu'il y a suffisamment
de l'argent pour en faire une bonne répartition. Mais comme l'a souligné Oscar Mbal, c'est plutôt un faux débat. On veut créer une distraction pour pouvoir attirer l'attention autour de quelque chose qui n'existe pas. On tient beaucoup à la gestion. La gestion, ça suppose des ressources. La mobilisation des ressources de l'État est encore insignifiante. Si vous arrivez, par exemple, au niveau de la DGI, mais la DGI n'a pas plus de 20 000 contribuables, ou de 50 000, dans un pays de 100 millions d'habitants. Et notre responsabilité est engagée à ce niveau-là. Et il y a notre responsabilité, on pourrait par exemple le faire au niveau de la ville de Kinshasa. Regardez la question des ménages en termes de production de déchets. Ça fait des problèmes qu'il faille résoudre. Et pas seulement ça au niveau de l'habitat. Est-ce que Kinshasa, ceux qui détiennent des maisons dans la ville de Kinshasa, est-ce qu'ils payent des ressources destinées par exemple à la province? Et donc, des questions, nous devons les poser davantage, mais ce n'est pas ni au niveau de la forme de l'État, mais c'est plutôt au niveau de la forme en termes de mobilisation des ressources pour l'État et surtout la répartition. Et ce qui nous donnerait davantage l'avantage de poser aussi une autre question de fond dans le budget de l'État que gagnent les institutions politiques et qu'est-ce qui va vers les investissements et qu'est-ce qui va vers les citoyens. Parce que justement, nous sommes en train de poser le problème. Vous voulez dire quoi par là? Oui, nous constatons que dans le budget, quand le budget est près de 60% du budget national, par le cabinet Assemblée nationale, président, par rapport au secteur, aux chefferies. Alors maintenant, par rapport aux fonds qui vont vers le développement, et surtout ceux qui vont vers des fonctionnaires, que gagnent les fonctionnaires, que gagnent les journalistes dans un média public. C'est cela. On devra apprendre à être juste. Que gagne un professeur d'université. Oui. C'est injuste qu'il y ait des élus du peuple qui bouffent l'essentiel et on va organiser la distraction en donnant l'impression qu'on a le sens de l'équilibre, qu'on a le sens de l'État. Non, nous devons avoir le sens de l'État à tous les niveaux. Que chacun soit en mesure de consentir des sacrifices. Entité territoriale décentralisée ou déconcentrée, quelque chose de ce genre. Mais le grand Moufouégué, quel est le rôle que doit jouer pleinement la caisse de péréquation? Au fait, la philosophie de la caisse de péréquation, c'est justement jouer à l'équilibre, essayer de compenser les manques des provinces réputées pauvres, non nantis. Ce qui ne semble pas en être le cas. Ce qui ne semble pas être le cas, mais là où je devais embrayer, c'est le fait que le débat ne se situerait pas entre efficacité ou pas d'un État unitaire à propension fédérale d'une part et le fédéralisme d'autre part. Comme l'a dit Oscar, Médard, etc. Ça c'est un faux débat. Parce que si je prends rien que l'État unitaire fortement décentralisé, mais le problème de ces pays aussi c'est que cette décentralisation n'est jamais allée jusqu'au bout. Ça c'est d'une part. D'autre part, on dit oui, entité territoriale décentralisée. Je disais ici que la liste est limitative. C'est un simple slogan. Au niveau du premier article de la Constitution, on extrait la province de cette liste. J'ai parlé du statut juridique. C'était déjà dit. Oui, mais il fallait le rappeler pour aller loin. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'aujourd'hui ces entités décentralisées se retrouvent pour le développement des unes et des autres? Mais justement, il faut amener le processus de décentralisation jusqu'au bout, leur doter des pouvoirs réels, pas seulement des pouvoirs au niveau de texte. Regardez encore, je vais rapidement, la révision constitutionnelle de 2011. On revoit, on renforce le pouvoir du ministre de l'Intérieur, qui a cette fois-ci compétence de dissoudre une assemblée provinciale, de suspendre un gouverneur. C'est un élan d'étouffement et de freinage, si vous voulez, de ces entités qu'on voulait autonomes. Vous auriez aimé quoi? Non, mais il y a une dernière idée. Je dénonce une hypocrisie de la part de Nanga et Olivier Kamitatou, c'est le fait qu'ils ont oublié qu'en remettant le débat sur le fédéralisme, ils ont oublié que le passage obligé, c'est le changement de la Constitution. Parce qu'on va bousculer les structures ou l'assiette sur laquelle l'État est assis.
On ne peut pas instaurer le fédéralisme sans changer la Constitution. Ça, ils n'ont pas vu. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait raison. Il avait raison. De procéder à la révision ou à la réforme de la Constitution. Si nous prenons cet aspect du fédéralisme aujourd'hui. Oui, le président de la République avait raison, mais ils ont été les premiers à combattre cette démarche de la révision. Mais pourquoi cette volte-face? C'est une réflexion à haute voix qu'avait lancée le président de la République, parce qu'il y a beaucoup d'incongruités par rapport à la forme de l'État, qu'il ne l'a dit. Un monstre juridique comme par ailleurs, à travers le monde, un État unitaire fortement décentralisé. C'était une façon de contenter les deux blocs, les blocs des unitaires et le bloc des pour partager les on trouve une formule, une forme de l'État qui n'a jamais existé nulle part ailleurs. Et on l'a imposé à la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ça nous crée des problèmes. Mais c'est ce qui laisse dire à certains que c'est une constitution des belligérants. C'est une constitution des belligérants, comme le disait le professeur Bakandeja, un grand constitutionnaliste. Le fédéralisme aujourd'hui, Blaise Bokoukia, camoufle des idées séparatistes. Ça veut dire que pour les unitaires, il faut un État-nation. Oui. Mais aujourd'hui, ceux-là qui réclament le fédéralisme à corps et à cri... En soi, le fédéralisme n'est pas mauvais, mais le moment n'est pas opportun pour que nous puissions mettre en application le fédéralisme. Mais moi, j'aimerais que ça soit un débat essentiellement aussi scientifique, parce que du point de vue politique, on sait l'intention derrière laquelle M. Kamitatou a lancé ses ballots d'essai. Mais dans la réalité, c'est quoi? L'État fédéral, c'est d'abord la recherche d'une certaine émulation entre entités administratives. C'est-à-dire, quand ces entités s'avèrent réellement autonomes, les cas de Kolwezi ou la province du Lualaba, comme l'a dit tout ça, avec les ressources propres, une entité peut se développer seule, sans intervention du pouvoir central. Et là, les cas de figure avec la RDC, là où ça pose problème, c'est quand vous avez d'autres provinces qui ne sont pas assez riches comme la Tchouapa, comme le Maïndombe, comme le Kwango. Mais l'émulation, c'est ça ce qu'on appelle l'État commerçant. C'est-à-dire vous avez un État où le management doit primer dans la gestion, dans les chefs même de ses dirigeants. Et moi, je pense que nous devons arriver à cette approche-là un jour, en attendant que nous mettions en place des institutions fortes pour nous éviter tout ce qui est... Les gens qui développent de tels arguments, ils sont en train de développer des idées d'égoïsme, une quête égoïste et du refus du partage. Parce que quand quelqu'un veut à tout prix le fédéralisme, c'est pour dire que les richesses que nous avons dans notre province ou dans telle partie du pays, ça doit d'abord profiter aux dignes fils de ces coins de la République. Et nulle part au monde, à moins que vous ne puissiez me dire le contraire, le fédéralisme n'a pu amener à l'unité du pays. Mais la première puissance au monde, c'est un État fédéral. Ce pays n'a jamais été colonisé, il n'a jamais eu l'indépendance, mais le pays s'est développé sur base de vérités fédéralistes. Mais aujourd'hui, l'Éthiopie a des problèmes. À cause de l'accent mis. On ne peut pas généraliser. Doucement, allons-y doucement. On ne peut pas généraliser. Le cas de l'Éthiopie, ce n'est pas le cas de la République démocratique du Congo. Mais une chose est certaine, est que aujourd'hui, notre pays, avec tout ce qu'il connaît comme problème, avec cette agression dont est victime notre pays, ce n'est pas le moment de prôner le fédéralisme. Mais le fédéralisme en soi, ce n'est pas une mauvaise forme. Ni bon ni mauvais. On en veut pour exemple la première puissance au monde, les États-Unis d'Amérique, c'est un État fédéral. Ok, en fait, lorsque nous abordons cette question, nous oublions que nous sommes en train de nous adresser aux Congolais. Nous sommes en train... C'est une dimension anthropologique de la question que nous sommes en train d'aborder. Et lorsque nous abordons cette question, nous touchons d'abord les Katangais. Dans leur dimension du départ, quand on parle fédéralisme, on arrache le Katanga des autres. C'est l'élément psychologique qui conduit le comportement, le discours des uns et des autres. Mais il arrive que des Katangais oublient qu'après avoir été... Il faut laissez-moi parler. Allez-y, laissez-moi parler. Vous avez la parole. Je vous protège, mesdames. Vous avez la parole. Oui. Allez-y. Tshombe, c'est justement qui a été le moteur. Vous me présentez comme l'acteur, alors qui ne l'était pas forcément. C'est lui qui a été présenté comme l'acteur de la sécession. Mais vous oubliez l'histoire. Que c'est le même Tshombe, après le processus de négociation, qui s'est retrouvé à Léopoldville comme Premier ministre, et il a mené une action où il a participé à la réunification du pays. Et non seulement sur le plan administratif,
Et non seulement sur le plan sécuritaire, mais Tshombe a aussi participé sur le plan médiatique. N'oubliez pas que la télévision, le projet de la télévision a été lancé, la télévision nationale, bien entendu, a été lancé pendant que Tshombe était Premier ministre, et c'est Mobutu qui est venu parachever avec l'inauguration en 1966. Et donc, lorsque le Congolais parle du fédéralisme, il faut faire attention. Il n'est pas scientifique, il fait partie à l'histoire, il interroge son âme. C'est une question ce qui est vrai, Médard, il y a quelqu'un qui m'a dit, Blaise, vous savez, toutes les provinces sont riches. Des opportunités. Toutes les provinces sont riches, potentiellement riches, mais maintenant il faut mettre des mécanismes en place pour que ces provinces se développent à partir de leur richesse. N'ayons pas peur du fédéralisme, mais ce qui est vrai est que ce n'est pas le moment. Laissons le temps au temps, ce fédéralisme viendra un jour, mais aujourd'hui nous sommes dans l'unitarisme. On passe à un autre sujet, ça nous a pris beaucoup de temps, hein. Le sujet était très intéressant. On passe à un autre sujet, c'est cette zone de libre-échange dont les assises ont eu lieu à Kinshasa, et vous aviez suivi le président de la République qui a pris la parole pour s'adresser aux participants. Quels sont les avantages de la zone de libre-échange africaine et quels sont les désavantages, les grands Moufouégué? D'abord les avantages. Oui, dans un contexte de mondialisation, je veux dire, l'idée de zone de libre-échange, pour moi, c'est la matérialisation même de la vision des panafricanistes, Sékou Touré, Nkrumah et même Nyerere. Mais pour revenir au présent ici, la zone de libre-échange est à la fois une opportunité, mais aussi un défi pour nous, République démocratique du Congo. D'abord, opportunité. Oui. La zone de libre-échange fait de la RDC, de par son emplacement géostratégique, un pôle important d'attraction. Vous savez, la RDC est environnée ou entourée par plusieurs blocs ou groupes importants. Vous avez la SADC, vous avez l'EAC, vous avez la CEMAC. Donc cette position fait de lui un grand marché. Ça, c'est une opportunité. Mais défi veut dire quoi? De par la centralité de sa position, si la RDC ne se désenclave pas, ne se connecte pas en interne, elle risque d'être un frein même à cette intégration africaine. La RDC gagnerait par exemple, je donne un exemple, il nous faut par exemple une voie ferroviaire qui partirait de Lubumbashi jusqu'à Kisangani, de Matadi jusqu'à Goma, de façon que nous soyons à mesure de relier les membres de l'EAC et de la SADC, la CEMAC, voyez. Mais si rien n'est fait, la RDC a un problème de connectivité interne, pas de routes viables, pas de réseaux ferroviaires. Pas de voie fluviale. Oui, même pas de flotte importante en termes d'aviation. Ça risque d'être un frein. Voilà, donc opportunité, mais aussi défi. Il faut y travailler. Oscar? Oui, Blaise Bokokia, j'ai eu la chance de participer au sommet de l'Union africaine au Niger, à Niamey, pour la mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange économique continentale africaine. D'ailleurs, c'est à peine le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo commençait son premier mandat. Parmi l'un de ses premiers voyages, il est allé à Niamey pour participer à ces sommets sur la mise en œuvre notamment de la ZLECAf. Parce que d'abord les 12e sommets, les travaux préparatoires c'était à Kigali. Finalement, la matérialisation de la ZLECAf, c'était à Niamey. Et quand il est passé comme président en exercice de l'Union africaine, son combat, le combat de Félix Tshisekedi, c'était la matérialisation de la ZLECAf. Voilà aujourd'hui ce qui est fait aujourd'hui. Ce qui a été fait. Et aujourd'hui, Kinshasa a accueilli pour la première fois la RDC, les 54 pays membres qui sont venus cogiter, discuter sur la mise en œuvre. Pour rejoindre les grands Moufouégué, justement, il y a beaucoup de défis. C'est vrai, la ZLECAf... Vous n'allez plus revenir sur ce qu'il a dit. Non, je ne reviens pas sur ça. Allez-y. Mais parce que la ZLECAf, c'est pratiquement un espace, un marché intégré. C'est un marché intégré. Un marché intégré d'échange dans lequel il y a la suppression des barrières tarifaires. Oui. Douanières. Ou douanières. Ça veut dire quoi? C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Comme disait Senghor. Dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, il y a des produits que la RDC doit offrir dans cet espace, dans ces marchés, et en retour, la RDC doit aussi en recevoir.
J'ai posé la question au secrétaire général au commerce extérieur, même au ministre du commerce extérieur, Julien Paluku, qui a organisé ces assises à Kinshasa. Il a dit, nous avons plus de 200 produits, sans les nommer. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les piments est beaucoup sollicité. Les piments congolais, même les cacao, les cafés, beaucoup sollicités. Est-ce qu'à l'interne, nous sommes en mesure de produire en quantité industrielle et faire des offres et des services au niveau de la SNECAF? C'est ce que Moufouégué venait de dire. Dans les cas contraires, nous allons pas de bateau, pas de train. Comment faire évacuer ces piments-là qui est très sollicité au niveau il faudra donc une appropriation. Il faudra une appropriation à l'interne de la SNECAF. L'appropriation, c'est préparé. Parce que jusqu'en 2036, hein, l'agenda 2063 l'agenda 2063 de l'Union africaine nous donne des étapes à franchir, à suivre pour arriver à l'intégration totale au niveau de cette zone de libre-échange. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser à l'interne pour que nous puissions vendre toutes ces richesses, tous ces produits. Dans les cas contraires, nous serons à la traîne. Sur le marché africain. Oui, sans pour autant être pessimiste, je pars d'une phrase simple. Nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous-mêmes nous ne consommons pas assez. Donc il faut d'abord commencer par renforcer la production interne pour ne pas servir des marchés de consommation pour les autres. Tout à fait. Parce que si nous produisons moins et que nous nous lançons dans cette aventure africaine qui, à mon avis, comme l'a dit Moufouégué, ça va profiter, aux autres. Oui, ils vont écouler leurs produits chez nous. Et avec les plus de 100 millions d'habitants, nous allons constituer une belle offre en termes d'argent pour les autres. Et un bon réservoir. Donc, nous devons d'abord consolider la production interne, éviter d'importer plus, chercher à être beaucoup plus compétitif par rapport aux autres, aux membres de la zone de libre-échange. Et c'est à ce moment-là que cela peut être profitable à la République démocratique du Congo. Mais pour l'instant, je pense que c'est un processus. Vous avez quelques désavantages de la ZLECAF? Bon, les désavantages seraient liés justement par rapport à notre qualité, à la qualité de nos administrations. Parce que voilà, lorsqu'on tient le discours, est-ce qu'il y a toujours le suivi avec des détails près, dans la compréhension de ce que c'est, lorsque vous arrivez au niveau de nos frontières, que le service soit accéléré. Et il faut d'abord renforcer l'intégration nationale. Voilà, l'intégration nationale fait défaut. Le riz de Bumba n'est pas consommé à Kinshasa. Nous sommes en train de consommer le riz venu du Pakistan, Taïwan, des pays désertiques. Voilà, la contradiction dans nos manières de faire. Lorsqu'ils viennent même de Dubaï, alors, des éléments comme ça, alors voilà, on est ministre du commerce extérieur et ça, à ce niveau, on oublie. Dès que vous allez sur le marché de Kinshasa, vous allez retrouver le riz venu de c'est inconcevable. Pourtant, c'est inconcevable. Vous allez à Bumba, oui. Le riz est tenté de chômer. Et donc, commençons par faciliter l'intégration nationale. Que les pommes de terre de Goma soient consommées au Kassai, oui. Que les Ndakala, partie de Kalémé, soient consommées sur le territoire national et à Kinshasa. Évidemment, ça ne passe pas de route. Mais ça suffit. Il faut créer une cohérence dans l'action publique. Le ministre du Commerce extérieur peut avoir dit ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il est suivi par son collègue des travaux publics ou des transports? Des transports. Non, parlons d'abord des travaux publics. Des travaux publics, oui. Est-ce qu'il y a des routes? Il faut la connectivité comme disait en commençant par le routes. À côté, vous avez le chemin de fer et vous avez la voie fluviale. Et pourtant, il y avait un projet important dans ce pays qu'on appelait la réunification de la République démocratique du Congo par la voie routière. Oui. Hein? S'il y a une route qui part de Banana jusqu'à Sakania, c'est la RNA, ça serait une bonne chose. Vous traversez beaucoup de provinces. S'il y a une route qui part de Mahagi jusqu'à Bukavu, c'est très bien. Vous passez par Komanda et vous allez jusqu'à Bunia. C'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, ces routes sont impraticables. C'est la raison pour laquelle, vous avez raison, Médard, il faut d'abord commencer à la réhabilitation de toutes ces infrastructures routières, ferroviaires, fluviales. Ce sont des défis, justement, ce sont des défis à relever par le gouvernement, le pouvoir central, parce que la RDC, de par sa position, vous avez parlé de la position géostratégique, sa centralité, pour reprendre le terme de Moufouégué, donc
Rien ne peut se faire en Afrique sans la RDC. Sans la RDC. Il faut des routes transnationales. Et elle doit s'assumer comme Mais il ne faudrait pas que ça soit un slogan, il faut que ça se matérialise, mais ça se concrétise. Ça signifie, nous devons... Il ne faut pas se limiter à parler pendant des années. Le ministre Paluku a parlé du plan national des infrastructures routières. Mais qui est où? En DA, 4 ans. Donc il faut des projets comme ça, fédérateurs, mais nationaux. Il y a beaucoup de plans à chaque domaine. Mais autre chose, c'est que ça, c'est au plan national. Mais cette idée des ZLECAF ou quoi, intégration africaine, mais il y a des défis intra-africains, notamment. Ces projets ne peuvent pas réussir avec des guerres ça et là. Comment nous allons écouler nos produits? Nous sommes condamnés à être frontaliers du Rwanda et de l'Ouganda, alors qu'il y a l'insécurité à l'Est. Vous allez au Nigeria, c'est l'insécurité, au Sahel ici. Donc les défis de l'Afrique, c'est aussi une politique de sécurisation continentale. Il faut la sécu. Il faut la sécurité. Oui. Autre chose comme défi aussi, il faut une espèce d'union douanière. Et puis finalement, l'Afrique doit s'émanciper, c'est un défi. Là, je rappelle l'idée de Muammar Kadhafi. L'Afrique doit se doter de sa propre banque pour éviter toutes ces dépendances-là. Avoir sa propre banque, c'est se donner les moyens pour pouvoir donner des ailes à toutes ces idées. On va changer de chapitre, hein, chers amis. Nous courons derrière le temps. Hein. La télé, c'est le temps. Allez-y. Oui, en termes d'avantages, la ZLECAF, c'est un marché de plus d'1,5 milliard des consommateurs. Donc c'est à capitaliser par la République démocratique du Congo. Si nous voulons vendre notre piment, notre cacao, c'est à nous de produire notre café de bonne qualité et l'amener comme offre au sein de cet espace. Commençons par des routes. C'est très important. Que les provinces se côtoient. C'est très important. Que les provinces se rencontrent. Que le marché national fait vraiment des Vous avez raison. C'est un impératif. Non seulement les routes d'intérêt national, mais aussi des pistes de dessertes agricoles. Oui. Parce que ce sont ces pistes qui vont jusqu'au dans le Congo profond et pour acheminer tout ce qu'on est en train de produire comme richesse. Très bien, on passe à un autre chapitre. Hein. On devrait en réalité accélérer le dossier de ce qu'on appelle le 145 territoires. Aller de fond en termes d'analyse, en termes d'intelligence, parce que chez nous, on a l'art de pouvoir lancer des projets parfois. On vous entend parler comme si on a enterré les 145 territoires. On n'a pas enterré, mais je dis qu'il faut accélérer, renforcer en termes de mécanismes. Très bien. Les 145 territoires ne peuvent pas... Mais ça, c'est un autre débat. Très bien, très bien. C'est le même débat. C'est le même débat. C'est dans l'intégration. Nous allons y revenir prochainement, parce que les 145 territoires, c'est un programme ambitieux du président de la République. Il y a quand même des effets. Et si vous allez à l'intérieur, vous trouvez qu'il y a des maisons, des bâtiments administratifs qui sont construits, et les écoles, les hôpitaux et consorts, même les routes. Alors, nous passons à notre troisième sujet. Ça sera le dernier. Avant de parler de l'actu, il y a ce projet, qu'est-ce que j'ai dit moi, ce procès de Matata Mponyo et consorts dans l'affaire Bukanga Lonzo. Je vous pose une question, parce que ça fait également débat. À la place d'être un procès pénal, on a comme l'impression que ça devient un procès politique. Est-ce Matata Mponyo, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, doit-il répondre devant ses actes devant la Cour constitutionnelle, oui ou non, Médard? Oui, mais la Cour constitutionnelle, c'est une instance qui est censée justement mettre en cause ceux qui ont atteint le Premier ministre. Et le président de la République. Oui, le président de la République. Matata Mponyo n'est pas jugé comme l'acteur d'aujourd'hui. Il est jugé, ou si le jugement a lieu, c'est pour des actes qu'il a posés pendant qu'il était Premier ministre. Et donc, tout acteur doit avoir un juge naturel. Mais comment on peut s'imaginer que dans un pays, un ancien Premier ministre ou un Premier ministre n'est pas un juge naturel? Donc, il y a des justices que pour les uns et pas pour les autres. Mais il y a quand même une certaine contradiction. La même Cour constitutionnelle qui s'était déclarée incompétente pour juger Matata Mponyo, et c'est la même Cour qui prend aujourd'hui en charge le procès Matata Mponyo. Comment nous allons y aller. Soyez calme, nous allons y aller. Nous allons y aller. C'est un débat apparemment intéressant. Nous allons y aller mollo. Les grands Moufouégué. Oui, c'est ici le lieu d'éclairer l'opinion. Ça veut dire quoi? Les avocats conseils de Matata Mponyo Mapon, ancien Premier ministre, ont comme argument, sous la présidence de Kalouba,
La Cour a produit un arrêt. L'ancien président de la la Cour constitutionnelle. Le professeur Dieudonné Kalouba. Oui, je veux aller vite. Allez-y. La Cour a produit un arrêt disant qu'elle n'était pas compétente pour juger Matata. Oui. L'affaire a été envoyée à la cassation. Oui. À son tour, la cassation se déclare incompétente et retransfère les dossiers à la Cour constitutionnelle. Alors, les avocats de Matata estiment que la Cour ne peut pas se dédire. Il y a un arrêt, je vais y aller. Allez-y. Il y a un arrêt qui bloque le processus. Mais non, il faut rappeler ici le principe pénal de la cristallisation de faits. Ça voudrait dire quoi? Ça, c'est le Zolobambi, hein? Oui. Le principe pénal de la cristallisation des faits, ça c'est pour éclairer tous ceux qui nous suivent, c'est libellé comme suit. Matata est jugé pas en tant qu'ancien sénateur, pas qu'en tant que député national actuel, mais c'est en tant que Premier ministre au temps de la commission de faits. C'est ce qu'il faut préciser. Et si on comprend le principe de la cristallisation de faits, ça renforce le pouvoir de la Cour constitutionnelle. Et une autre théorie voudrait que, au fait, on est en face d'une nouvelle composition. La Cour n'est pas liée par ses propres arrêts. La composition actuelle peut revoir celle de Kalouba, c'est le cas, et puis essayer d'interpréter autrement la jurisprudence. Et donc la Cour constitutionnelle actuelle sous Kamuleta Badibanga est dans ses droits, nul n'est au-dessus de la loi, tout le monde a son juge naturel. Je crois que Matata est justiciable. Donc c'est fondé, l'argument c'est le principe de la cristallisation. C'est-à-dire que Nina, c'est un procès politique Moi, je pense c'est un procès pénal? Dans ce procès, on est dans une sorte de carrefour entre enjeux politiques, pression médiatique, mais aussi la quête de la vérité. Et quand je dis enjeu politique, Oufégué vient de le dire tout à l'heure, tout en accordant du crédit à la même Cour, qui s'est dédiée. Ça, il faut bien le souligner. C'est la haute Cour. Je vois très mal avec des arrêts qui sont irrévocables. Irrévocables, c'est ce qu'il faut souligner, en gras d'ailleurs. Et c'est la même Cour qui revient pour faire de Matata un justiciable. Non, mais la beauté du droit, c'est dans les subtilités. Et quand vous aviez évoqué la beauté du droit, c'est dans les subtilités, Cédric. Vous aviez évoqué un concept. Je ne fais pas l'avocat de Matata. Nous vous les concédons. Et le professeur Luzolo Bambi aussi défend cette thèse. C'est Kenina qui a la parole. Je vous en prie. La Cour s'est dédiée et aujourd'hui, on n'en est plus à ce niveau. C'est presque à la limite l'instruction. Et ça, c'est d'un côté parce que ça décrédibilise en partie la Cour. De l'autre côté, vous avez les justiciables Matata qui, avant de revenir au pays, parce qu'il était en mission privée à un moment donné en Guinée auprès d'Alpha Condé, le président déchu, connaissant bien nos politiciens, ils pouvaient s'échapper, se soustraire. Mais il est revenu. Il est revenu en annonçant son retour, en disant qu'il faisait confiance en la justice du pays. En tout cas, j'aimerais bien me mettre dans une certaine neutralité dans les raisonnements. Le même Matata qui dit « je vais faire face à la justice parce que j'ai fait confiance à la justice de mon pays », revient et essaye de se soustraire en mettant au devant de la scène des prétextes avec l'ensemble de ses avocats qui apparemment fait de lui un citoyen moins modèle. Parce que, comme l'a dit Médard, quand on a eu à gérer la chose publique, on doit quand même y répondre d'une certaine manière. On ne peut pas dire qu'on n'a pas un juge naturel. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, notre Cour devait être beaucoup plus sérieuse en amont déjà. Parce que c'est difficile à comprendre entre deux bureaux à la tête d'une cour. C'est ce jeu de ping-pong qui... Et rendre des arrêts différents. Oui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les procès prennent une allure rocambolesque. Le prochain rendez-vous, c'est le 23 avril. Le 23 avril, c'est sous peu. Hein? Oui, beaucoup que c'est sous peu. Oui. Vous savez, moi, je suis gêné. Hein, gêné pourquoi? De m'exprimer sur un dossier qui est en instruction. Vous savez... nous, on est là pour... Oui, je suis gêné, mais quand même, je vais quand même placer un mot là-dessus. Parce que c'est un dossier à rebondissement. Il faut quand même le noter. Parce que dans les camps, la base de plusieurs partis politiques, surtout ceux de l'opposition, ils estiment que c'est un procès politique. Oui, voilà le problème. Pas seulement ça, mais non. la Cour a été claire. Matata candidat,
on avait suspendu les poursuites candidat à la présidentielle. Oui. C'était justement pour éviter cet argument de dire voilà, c'est une question politique, éminemment politique. Moi, je pense que jusque-là, les cartes sont claires. Il y a eu des fautes ou encore des erreurs de part et d'autre. La Cour qui s'est dédiée de l'autre côté, et de l'autre côté, Matata qui se disait prêt au combat, qui aujourd'hui semble chercher à se soustraire tout en étant déjà en plein procès. On va mettre fin. Mais il y a un élément important, Blaise. Nous tendons vers la fin de l'émission. C'est-à-dire que le procès a commencé, tout le monde a suivi. Oui. On a passé trop de temps à soulever des exceptions. Mais cette fois-ci, en vertu de l'article 26 du Code des procédures civiles, Dieudonné Kamolé Tabadi Banga, président de la Cour constitutionnelle, a accepté de joindre toutes ces exceptions et aller au fond. Mais je vais chuter par dire que... Le fond, c'est aussi faire venir l'ancien ministre et délégué des Finances. Oui. Monsieur Patrice qui était lui qui doit... Laissez-moi foncer par question également, parce qu'il n'est plus parmi les justiciables. On termine. Je vais clore pour dire que... Mais les droits, c'est aussi l'élégance formaliste. Je crois que Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, l'a repris. Matata est poursuivi tout en gardant ses immunités. Comme député national. C'est une question à régulariser. La Cour va écrire. Autre chose, lui-même Matata a soulevé. La Cour va écrire à l'Assemblée. Il faut écrire en termes de collaboration interinstitutionnelle. Comme elle l'a fait quand Matata était sénateur. Mais autre chose, c'est que Matata lui-même a soulevé 44... Mais comment on peut être poursuivi tout en gardant ses immunités? 44 violations de la Constitution soulevées par Matata lui-même. Et puis comment le poursuivre avec ses immunités? Alors voyons voir ce qui va se passer. On n'est plus justiciable. Voyons voir ce qui va se passer le 23 avril prochain. C'est dans quelques jours. Hein. Alors nous terminons cette émission, chers amis, avec ces informations. Il y a le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait le déplacement hier de la ville de Lubumbashi. Il a eu vraiment d'intenses activités, notamment la pose de la première pierre pour la construction de l'aéroport international de Lubumbashi. Il a inauguré le centre hospitalier qui porte son nom, Tshisekedi Tshilombo, un centre qui va permettre certainement aux Congolais, même aux étrangers, de ne plus faire le déplacement, se déplacer à l'extérieur. Il faut faire prendre un vol, aller à Lubumbashi pendant 2 heures. Vous arrivez à Lubumbashi et vous fréquentez ce centre. J'ai vu les images, c'est extraordinaire. C'est un hôpital ultra moderne avec un matériel qui est inégalable à beaucoup d'hôpitaux africains. C'est une bonne chose. Et puis le président, après les chefs de l'État a présidé l'expo béton. Je ne vous pose pas de questions pour avoir vos points de vue sur le séjour du président à Lubumbashi. C'était juste pour tenir informés nos téléspectateurs. Laissez-moi vous dire merci, Oscar Mbalkaïj. Merci Blaise. Merci Médard. Merci Cédric. Merci les grands Moufouégué. Merci Blaise. Ça a été très intéressant, hein, le débat avec ces historiens du présent. Pour décortiquer l'actualité, nous allons nous retrouver, c'est hebdomadaire, hein. Nous allons nous retrouver le vendredi prochain pour cette émission. Nous enregistrons vendredi, on diffuse samedi. Pour cette émission, en toute vérité, autant je vous remercie, autant je remercie toute l'équipe technique qui nous a permis d'enregistrer, de réaliser cette émission. Grand merci à Patrick Cash, L'Oréal de cette émission. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver prochainement avec la même ferveur. Une chose à retenir, c'est une idée, en toute vérité, c'est une idée originale de la directrice générale de l'RTNC, Madame Sylvie Elengue Niembo. Merci et au revoir. On doit mettre sur pied et dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.